Les forces spéciales d'élite font partie des unités les plus redoutables et les mieux entraînées dont un pays puisse s'enorgueillir. Elles repèrent les menaces, mènent des missions top secrètes et vont là où beaucoup d'autres troupes ont peur d'aller. De leurs entraînements fous à leurs opérations d'infiltration, vous n'en reviendrez pas de l'ampleur des efforts déployés par les meilleurs d'entre eux. Marcos. La marine indienne est l'une des forces militaires maritimes les plus puissantes au monde, et le fer de lance de cette réputation est la Marine Commando Force, également connue sous le nom de Marcos. Cette unité créée en 1985 était officiellement connue sous le nom de Force spéciale des marines indiennes. Au fil des ans, elle a acquis une réputation mortelle et terrifiante en tant qu'unité d'opération spéciale. Avec un effectif d'environ 2000 agents, la force prit à part une multitude de missions anti-insurrectionnelles dangereuses, ce qui lui a valu la devise « The Few and the Fearless », les rares intrépides. Pour s'assurer que l'unité ne comprend que les meilleurs recrues, tous les candidats doivent avoir un passé de service dans la marine indienne. Ils sont ensuite soumis à un processus de présélection exténuant de 3 jours qui teste leurs aptitudes mentales et physiques, et qui est si difficile qu'il élimine environ 80% des candidats. Une fois qu'ils ont été sélectionnés, ils sont confrontés pendant 5 semaines à des tâches physiques redoutables destinées à pousser leurs esprits et leur corps à bout. Cela implique des exercices tels qu'une marche hebdomadaire de 120 km avec un sac à dos de 60 kg. C'est comme faire 3 marathons avec une autre personne sur le dos chaque semaine. S'ils parviennent à passer au travers de ces exercices extrêmement durs, ils entreront dans la deuxième phase de sélection, où ils devront affronter la bien nommée Hell Week, semaine de l'enfer, basée sur le célèbre régime d'entraînement des US Navy SEALs. Elle consiste en 5 jours et 5 nuits d'exercices exigeants, avec chaque jour jusqu'à 20 heures d'effort physique. Les candidats auront la chance de ne recevoir que 4 heures de sommeil pendant la semaine. Mais tandis que leur cerveau sera ramolli par la somnolence, leur corps sera mis à rude épreuve. Épuisés au-delà de toute mesure, les candidats doivent ensuite courir sur 800 mètres debout, à hauteur de cuisse, tout en portant un sac à dos de 25 kg sur un parcours appelé The Death Crawl. Un nom bien choisi si vous voulez mon avis. Une fois l'épreuve terminée, ils devront effectuer une autre course d'obstacles de 2,4 km, complétée par une épreuve de tir où ils devront ouvrir le feu sur une cible affublée d'un autre candidat posté juste à côté. Après avoir traversé tout cela, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient la main sereine, et encore moins la visée sûre. Mais ce n'est qu'après cette épreuve que les candidats commencent leur formation de base. Pendant 13 semaines, ils s'entraînent avec différentes organisations pour maîtriser le maniement des armes, le combat rapproché, le parachutisme et la plongée avant de passer à une formation spécialisée de 2 à 3 ans. Une fois qu'ils auront maîtrisé tout ce qu'il y a à savoir sur la guerre non conventionnelle et les opérations amphibies, ils recevront enfin le titre d'agent Marcos. Mais cette formation éprouvante fait que, de la sélection à la remise des diplômes, seuls 2% des candidats arrivent au bout. Le courage et la persévérance dont font preuve les agents Marcos se reflètent dans leurs résultats, comme leurs nombreuses opérations anti-piratage. Depuis 2008, ils ont déjoué au moins 6 tentatives distinctes de pirates visant à détourner des cargaisons et des navires de guerre dans la mer d'Oman et le golfe d'Aden. Chaque opération a été menée avec tant d'efficacité et de professionnalisme que les médias ont commencé à appeler la force Globocops. Lors d'une autre opération en 2012, une seule équipe Marcos a essuyé le feu nourri d'une force militaire ennemie au Jammu el-Cachemire. Bien qu'ils aient été largement dépassés en nombre et qu'ils n'aient pas eu le temps de réagir, un opérateur a audacieusement chargé l'ennemi à la première occasion. Bien qu'ils aient été gravement touchés à la poitrine et aux jambes, il a fait preuve d'abnégation, avançant et tirant rapidement pour que son unité prenne le dessus et finalement domine l'ennemi. Cela semble dur, mais comparé à son entraînement, je parie que ce soldat a pensé que c'était des vacances. Force opérationnelle interarmée 2. Le joyau de la couronne des forces armées canadiennes est l'unité d'opération spéciale universellement respectée, la Force opérationnelle interarmée 2, ou FOI2 en abrégé. L'unité a été créée en 1993 lorsqu'elle a repris les fonctions antiterroristes de la Gendarmerie royale au Canada. À l'époque, elle ne comptait que 100 opérateurs, et bien qu'ils aient été principalement chargés des opérations internes de contre-terrorisme, ils se sont également spécialisés dans l'action directe, la reconnaissance spéciale et la récupération d'otages. Dans le cadre de la guerre contre le terrorisme de 2001, l'unité a été déployée directement dans le ventre de la bête, l'Afghanistan. Là, ils ont soutenu les efforts de l'opération Enduring Freedom, combattant directement et sans peur les talibans Al-Qaïda sur le territoire de l'ennemi, aux côtés de nombreuses autres nations alliées. Mais au début, les opérations de la FOI2 ont été tenues si secrètes que même le Premier ministre canadien ignorait que la force était engagée en Afghanistan. Étonnamment, ils ont joué un rôle secret et crucial dans cette coalition essentielle.
cimentant leur réputation dans gens les mieux entraînés et les plus discrets au monde. Si leur réputation est indéniablement redoutable, elle n'est rien comparée à l'entraînement que les aspirants soldats de la JTF2 doivent subir. Chaque recrue doit déjà avoir au moins 2 ans d'expérience militaire et prouvera qu'elle est assez forte en se soumettant à une semaine d'entraînement physique. Les tests vont du nombre de squats de 91 kg et de bench press de 75 kg qu'ils peuvent faire, à la vitesse à laquelle ils peuvent courir, alors qu'il suffit de courir 2,4 km en 8 minutes et demie pour réussir un test d'aptitude physique militaire standard. La FOI2 exige des candidats qu'ils puissent faire ce sprint en 8 minutes ou moins pour être retenus. Et lorsqu'il ne reste plus que les vrais cerveaux du groupe, la phase la plus dure commence, la sélection psychologique. Les candidats sont poussés à leur point de rupture afin de comprendre comment ils réagissent sous une pression extrême, comme l'exécution de tâches complexes dans des endroits vertigineux, des espaces confinés ou même sous l'eau. Leurs éventuelles phobies sont éliminées et utilisées contre eux pendant 7 jours, alors qu'ils manquent cruellement de sommeil. La seule façon de sortir de ce cauchemar réveillé est d'être extrêmement endurant. Et ce n'est qu'après cela qu'ils seront considérés pour le cours d'opérateur spécial en prise d'assaut, qui consiste en 10 mois supplémentaires d'entraînement spécialisé intense. Avec une telle pression lors de la phase de sélection, il n'est pas surprenant que moins d'une recrue sur 10 soit retenue. La phase de sélection étant très exigeante, l'unité ne compterait qu'environ 600 personnes. Mais dans cette branche de l'armée, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et la FOI2 en a à revendre. En 2017, un tireur d'élite de la FOI2 a battu le record mondial du plus long tir mortel confirmé de l'histoire militaire, en atteignant la cible à une distance stupéfiante de 3,5 km. C'est plus de 800 mètres de plus que le précédent record, et cela aurait nécessité des compétences mathématiques supérieures, une vue incroyable et une précision inégalée. Bien que leurs opérations soient hautement classifiées, ce sont des compétences comme celle-ci qui impliquent qu'ils ont été impliqués dans les missions allant du sauvetage d'otages en Irak à la chasse aux snipers serbes en Bosnie. Bien qu'ils soient entourés d'un tel secret, il ne fait aucun doute que ce sont les combattants les plus redoutables du Canada. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour être un agent de la FOI2 ? Alors pourquoi ne pas tester votre visée et voir si vous pouvez appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner ? Revenons maintenant à d'autres forces spéciales d'élite du monde. JW Grom. L'armée polonaise compte 5 unités de forces spéciales distinctes dans son armada, mais une seule d'entre elles fait vraiment parler d'elle. Connue sous le nom d'unité JW Grom, c'est un acronyme qui se traduit librement par Groupe d'unités militaires pour la réponse aux manœuvres opérationnelles. Plus poignant encore, le terme Grom signifie tonnerre en polonais, même si ironiquement ils sont tout sauf bruyants. L'histoire de cette force remonte au légendaire parachutiste polonais exilé de Sieciosiemni pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était surnommé de manière inquiétante les Invisibles Silencieux. Cette unité s'est entraînée pendant des mois en Grande-Bretagne avant de sauter dans la Pologne occupée pour lutter sans crainte contre l'emprise fasciste sur le pays. Et aujourd'hui, ce nom est porté au cœur du Grom, qui est chargé des opérations spéciales et des rôles de guerre non conventionnels, notamment des actions de contre-terrorisme. Ils effectuent des opérations de sauvetage et de récupération d'otages, ainsi que des missions de contre-insurrection. L'unité est passée maître dans diverses disciplines militaires, notamment le parachutisme, l'insertion amphibie, la plongée, la pyrotechnie et la conduite de véhicules. Étonnamment, environ 75% des opérateurs sont également des médecins hautement qualifiés, l'unité étant prête à sauter en parachute pour venir en aide aux soldats blessés sur le terrain à tout moment. Outre leur habileté à manier le scalpel, la précision chirurgicale dont fait preuve l'unité pour coordonner et exécuter des opérations spéciales lui a valu le surnom formidable des chirurgiens. Cette réputation clinique se retrouve dans leur processus de formation et de sélection, qui s'inspire à l'origine des pratiques des SAS britanniques et de la Delta Force américaine. Outre d'innombrables exercices d'abdominaux et de pompes, l'endurance de chaque candidat est testée au moyen d'un test de vérité. Comme il se doit, les candidats sont entraînés jusqu'aux limites de la fatigue extrême, tout en devant répondre correctement à des questions aléatoires du personnel pour démontrer leur endurance mentale. Comme si cela n'était pas assez infernal, les recrues seront ensuite volontairement sous-alimentées, tout en faisant face à des marches d'endurance épuisantes sur 48 km de terrain montagneux, habités par des loups et des ours. Si la peur et la fatigue ne les ont pas brisés à ce stade, elles passeront à l'étape plus difficile de la sélection. Ils seront plongés dans l'eau glacée, arrosés de spray au poivre et choqués par des tasers. Le tout au cours de phases d'entraînement de plus en plus difficiles telles que la course d'orientation, les patrouilles et le tir. Leur corps étant soumis à de telles épreuves, les candidats doivent brûler un nombre impressionnant de calories, environ 5000 par jour, et certains perdent jusqu'à 7 kg au cours de la seule évaluation de 6 jours. Bien que le processus de sélection perde beaucoup plus, avec seulement 1 à 5% de tous les candidats qui arrivent jusqu'au bout. Mais la volonté de faire que cela insuffle aux agents du Grom est vitale pour le succès des missions de l'unité.
Si environ 70% de leurs opérations sont classées top secret, certaines ont été plus difficiles à dissimuler au public. Même si celui-ci ne connaîtra jamais toutes les victoires du Grom, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils font la fierté de la Pologne. 101e bataillon de reconnaissance amphibie. Taïwan est incroyablement fier de ses prouesses militaires et ne ménage pas ses efforts pour présenter ses forces imposantes au public. Les défilés impliquant des camions remplis de commandos vêtus de noir et portant des masques balistiques comme ceux-ci, qui sont fabriqués en Kevlar solide, sont pour le moins intimidants. Mais ils ne sont pas aussi intimidants que la quantité de muscles affichés par le 101e bataillon de reconnaissance amphibie du pays, également connu sous le nom de Sea Dragon Frogmen. Cette unité immensément déchirée constitue la force d'opération spéciale de l'armée de la République de Chine chargée des opérations de reconnaissance sous-marine, amphibie et côtière. Ils ont été créés en 1949 avec un entraînement et un équipement fournis par les États-Unis, ce qui en fait la réponse de Taïwan aux US Navy SEALs. Ils ont continué cette formation et risqué leur vie pour recueillir des renseignements sur la Chine communiste, ainsi que pour effectuer des missions furtives sur des installations côtières. Comme les SEALs, ils sont préparés rigoureusement aux opérations maritimes, aériennes et terrestres, leur mission comprenant des assauts amphibies, des reconnaissances spéciales et des explosifs sous-marins. Mais si l'entraînement des Navy SEALs est réputé pour sa dureté, celui des Sea Dragon Frogmen n'a rien à envier aux autres. Pendant 15 semaines d'entraînement d'endurance physique et mentale, les candidats pousseront leur corps à travers des exercices agonisants, impliquant de ramper dans le sable, de courir ou même de se torturer en surfant. Ensuite, après un autre programme d'entraînement amphibie de 9 semaines, ils devront relever le défi final et le plus brutal, la route du paradis. Ici, ils sont forcés de traîner leur corps sur un gantelet de 49 mètres de roches et de pierres déchiquetées. Donc, malgré son nom, il s'agit plutôt d'une route vers l'enfer. Battus et en sang, les candidats seront obligés d'exécuter une variété de tâches douloureuses par des instructeurs à différents stades. Rien que de regarder ça, ça me fait mal. Mais si les instructeurs ne sont pas convaincus que les candidats mettent tout leur cœur et toute leur âme dans chaque exercice, ils leur ordonnent de recommencer depuis le début. Ce régime court mais punitif fait en sorte que seulement 20% des recrues obtiennent la note finale. Et lorsqu'elles y parviennent, en guise de démonstration finale de leur endurance, l'homme grenouille nouvellement diplômé aura son badge directement épinglé par son commandant à travers sa chair. Vous parlez d'un uniforme saillant. Alors que l'armée n'est que trop fière de montrer le courage des Sea Dragon Frogmen, toutes les informations concernant leurs opérations secrètes ont été gardées secrètes. Et ce n'est guère surprenant car leur plus grande menace actuelle est aussi assez inquiétant, leur plus proche voisin, la Chine. Après la fin de la guerre civile chinoise en 1949, Taïwan, dirigé par la République de Chine, dont le nom prête à confusion, et non par la Chine elle-même, s'est déclaré séparé du continent chinois. Mais depuis lors, la Chine a clairement indiqué que Taïwan devait être sous sa juridiction. Toutefois, elle devrait prendre le contrôle militaire de l'île. Et c'est là que les Sea Dragon Frogmen entrent en jeu dans les plans de défense de Taïwan. On ne sait pas exactement combien de membres composent l'unité, combien d'équipements ils possèdent, ni dans quelle mesure ils sont préparés à une invasion. Une telle façade secrète signifie que si la Chine décide un jour de prendre Taïwan par la force, il est impossible de savoir combien d'hommes grenouilles brutaux seraient prêts à bondir pour défendre Taïwan. Commando Jiaolong. Taïwan n'est pas le seul pays à posséder une force spéciale de Sea Dragons. En Chine, la marine de l'armée populaire de libération possède sa propre force opérationnelle spéciale, les commandos Jiaolong, un nom qui signifie également dragon des mers. Cette unité top secrète est chargée de diverses opérations sous-marines telles que l'infiltration des côtes, les patrouilles dans la jungle et le contre-terrorisme urbain. Même si elle n'a été créée qu'en 2002, elle est largement considérée comme l'unité la plus secrète de la marine chinoise. Ce n'est qu'en 2008, soit 6 ans après sa création, que le monde a appris l'existence des dragons des mers. Et tout comme leur homologue taïwanais, très peu de détails sur leur mission sont rendus publics. En revanche, on sait que malgré leur nom, ils ne se contentent pas de rester sur l'eau. Cette unité s'entraîne sur des terrains allant des déserts brûlants aux montagnes gelées, menant des missions d'infiltration aérienne, de surface et sous-marine. Avec le soutien financier du gouvernement chinois, ils sont entraînés à utiliser un arsenal unique d'armes de haute qualité. Outre les tireurs d'élite, les fusils et les lance-roquettes, l'unité utilise également des fusils sous-marins spécialisés QBS-06, également appelés fusils à anguille. Leurs balles sont soumises à une résistance hydrodynamique énorme sous l'eau, qui leur fait prendre rapidement leur élan. Mais ces armes tirent également des fléchettes d'acier pointues pour neutraliser rapidement les ennemis sous-marins.
Pour pouvoir s'engager dans ce combat intense de plongeur contre plongeur, les recrues doivent d'abord passer 3 mois d'un entraînement horriblement intense. En plus d'un nombre incalculable de pompes et de flexions, les nouvelles recrues doivent être capables de nager plus de 4,8 km dans des eaux dangereuses en moins de 2h30, en tenue de combat complète, et chaque exercice tactique est répété des centaines, voire des milliers de fois jusqu'à ce que chaque mouvement soit pratiquement ancré dans leur mémoire musculaire. Ils subiront ensuite un entraînement de survie extrême, comprenant des combats dans la boue, des simulations de capture et un entraînement à la résistance pour se préparer à être poursuivis ou capturés par les forces ennemies. Ici, les recrues seront soumises à plus de 52 heures de tactiques d'interrogatoire intensif. Elles seront confrontées à certaines des pires méthodes de torture imaginables, comme la fatigue extrême, la privation de nourriture et d'eau, et l'exposition régulière au gaz lacrymogène. Ces méthodes d'entraînement affreusement extrêmes seront trop éprouvantes pour de nombreuses recrues, et plus de 88% d'entre elles abandonneront. Les quelques recrues d'une dureté impénétrable qui resteront recevront alors une formation spécialisée dans les méthodes d'infiltration, telles que le saut à la corde depuis des hélicoptères, le parachutisme, les opérations de nuit et la démolition à l'explosif. Sur l'océan, leur réputation d'unité la plus dure de la marine chinoise les précède, comme l'a prouvé leur mission impliquant le cargo OS-35 en 2017. Le vraquier avait été détourné par des pirates somaliens dans le golfe d'Aden, qui, à leur insu, est un terrain de mission d'escorte commun pour les Sea Dragons. Une seule unité a répondu aux signaux de détresse du navire, mais avant de pouvoir engager le combat, les pirates terrifiés ont immédiatement compris leur erreur et se sont enfuis. Le gouvernement chinois est si confiant dans ses capacités que le commandement adjoint de l'armée populaire de libération a déclaré qu'il pouvait facilement conquérir Taïwan en 3 jours seulement. C'est une affirmation surprenante si l'on considère que Taïwan possède sa propre force secrète de dragons des mers. Alors, si l'on en arrive à une guerre totale, quelle unité sortira victorieuse selon vous ? Les dragons des mers de l'armée de libération du peuple ou les dragons des mers de la République de Chine? Dites-le moi dans les commentaires. GSG-9. Pendant les Jeux Olympiques de l'été 72, la ville allemande de Munich a été assiégée par un complot extrémiste, qui s'est soldé par une catastrophe qui a fait la une des journaux du monde entier. Les forces allemandes n'avaient tout simplement pas été formées ou équipées pour faire face à de tels événements. Mais pour s'assurer que cela ne se reproduise jamais, l'unité spéciale de la lutte contre le terrorisme, la Grenzschutzgruppe 9, a été créée. Abrégée en GSG-9, l'unité a été créée au sein des forces de police allemandes, car la loi allemande interdit d'utiliser la force militaire contre les populations civiles. Issue de la force fédérale allemande, la GSG-9 est devenue l'unité d'élite du pays en matière de contre-terrorisme et d'opérations spéciales. Elle est principalement chargée de missions de sauvetage, d'otages et de lutte contre le terrorisme. Pour que l'unité soit aussi efficace et unifiée que possible, tous les candidats du GSG-9 doivent avoir passé au moins 2 ans dans les forces de police allemandes. Les candidats passent ensuite un test d'aptitude de 5 jours, qui comprend des exercices de musculation à 75% du poids de leur corps, des tests d'altitude à des hauteurs vertigineuses et des tests psychologiques éprouvants. Sur la seule base de ces examens rigoureux, seuls 10 à 15% des recrues passent ensuite à l'entraînement de base, bien qu'il n'y ait rien de basique là-dedans. Il s'agit d'un cours de 4 mois et demi axé sur le maniement des armes, le combat rapproché, la navigation, l'escalade, le rappel et la formation médicale. Le tout menant à une épreuve finale infernale appelée Arztwoche. Les candidats sont abandonnés au milieu de nulle part, avec seulement une boussole et des provisions limitées. En une semaine seulement, ils doivent marcher pendant plus de 22 heures par jour pour atteindre un endroit précis dans un délai donné. Pour maintenir un rythme aussi éprouvant, les candidats doivent se contenter de moins de 2 heures de sommeil par nuit, et beaucoup s'effondrent d'épuisement. Mais même s'ils réussissent à se traîner jusqu'à la ligne d'arrivée, leur entraînement reste loin d'être terminé. Ils doivent ensuite suivre une formation spécialisée de 4 mois et demi dans l'une des 3 unités opérationnelles, composée de tireurs d'élite, de plongeurs opérationnels ou de parachutistes. À la fin, seuls 8% des candidats réussissent à intégrer le rang GSG-9, ce qui signifie qu'un groupe de 200 aspirants agents sera réduit à un nombre incroyablement bas de 16 recrues. Cette sélection exigeante a permis de maintenir les effectifs de l'unité à environ 500 personnes au total, mais ce qui manque en nombre, la force le compense en efficacité pure. 4 ans seulement après sa création, elle a été appelée à sa toute première mission, l'opération Fire Magic, où elle a immédiatement confirmé sa réputation d'unité d'élite. GIGN. Un seul regard sur cette unité de l'armée française suffit à faire comprendre à quiconque que les Français ne plaisantent pas lorsqu'il s'agit de sécurité nationale. Mais étonnamment, cette unité n'est même pas une force spéciale. Ces uniformes apocalyptiques appartiennent en fait à un régiment de génie ingénierie de combat français. Et si vous pensiez que ces ingénieurs avaient l'air imposants, jetez un coup d'œil à la première force spéciale du pays, le GIGN. La première unité française de contre-terrorisme et de sauvetage d'otages.
Son acronyme se traduit grossièrement par Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, et bien qu'ils aient l'air de maîtres militaires, ce groupe relève en fait de la branche française des forces de l'ordre. Comme le GSG9, il a été fondé peu après l'attentat de Munich en 72. Depuis lors, le GIGN s'est hissé au sommet de la communauté mondiale de la lutte contre le terrorisme grâce à ses régiments d'entraînement rigoureux. Pour commencer, tout le monde ne peut pas rejoindre le GIGN. Les candidats doivent avoir effectué au moins 4 ans de service dans la gendarmerie. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils peuvent postuler pour se soumettre au processus de sélection infernale de 3 mois. L'épreuve physique standard est composée d'une variété d'éléments. Des candidats nagent 50 mètres avec les mains et les pieds liés, jusqu'à voir s'ils peuvent courir 8 km avec un sac à dos de 20 kg en moins d'une heure. Et ce n'est qu'un début. Les nerfs des candidats seront mis à l'épreuve en les attachant dans des harnais et en les faisant marcher sur une planche à 20 mètres du sol. C'est aussi haut qu'un immeuble de 6 étages, pour rapport. Là, ils seront entraînés par des instructeurs qui leur demanderont de répondre à des questions embarrassantes et de retirer leur harnais. Ils mettent ainsi leurs nerfs et leur bon sens à l'épreuve pour voir dans quelle mesure ils suivent les ordres et prennent des décisions intelligentes sous une pression extrême. Après 8 mois de formation spécialisée, les aspirants opérateurs du GIGN sont confrontés à la tâche la plus insensée de toutes, le tir de confiance. Vêtu d'un gilet pare-balles, un candidat suspend un disque d'argile à son cou, tandis qu'un autre candidat tente de tirer à balles réelles sur le disque. À la fin, moins de 10% des candidats réussissent. Espérons qu'ils ont abandonné et non parce que les autres candidats visaient vraiment mal. Cependant, l'unité s'appuie sur ce haut niveau de confiance pour entreprendre certaines des missions les plus audacieuses au monde, comme le détournement du vol 8969 en 94. Alors qu'il se trouvait sur la piste, l'avion de ligne d'Air France et ses quelques 200 membres d'équipage et passagers ont été pris en otage par un groupe de terroristes algériens. Ils avaient prévu de faire exploser l'avion au-dessus de la tour Eiffel. Mais le GIGN s'est interposé avant que leur effroyable projet ne prenne forme. Déguisés en personnel de l'aéroport, ils ont fait semblant d'entretenir l'avion tout en plaçant des dispositifs d'écoute sur le fuselage et les fenêtres. Puis, en prenant soin de mettre les otages à l'abri, 30 agents du GIGN ont pris l'assaut l'avion et ont éliminé 4 des pirates de l'air en 20 minutes seulement, sans perdre un seul otage ou agent. Il va sans dire que cet événement a consolidé la position du GIGN comme l'une des forces spéciales d'élite du monde. Sacrebleu! Maintenant, j'ai beau essayer, il est toujours impossible de faire tenir les exploits de toutes les forces spéciales d'élite du monde dans une seule vidéo. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la première partie de cette série pour en savoir plus sur les forces d'élite. Et si vous voulez une troisième partie, dites-le moi dans les commentaires, car il y a tellement d'autres unités du monde entier dont je meurs d'envie de vous parler. Mais à votre avis, laquelle de ces forces spéciales remporterait le titre de force d'élite? Mentionnez-les dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.